Jamais, jamais aider une inconnue qui vous supplie dans la rue, surtout si ses yeux brillent d'une lueur étrange dans l'obscurité. Image choquante, une main ridée qui saisit brutalement un poignet. Sarah pensait faire une bonne action. Elle s'est retrouvée maudite, et ce qui lui arrive maintenant va vous glacer le sang. Flash rapide, miroir brisé, cheveux qui tombent, yeux injectés de sang. Cette histoire vraie s'est passée il y a 3 semaines à Lyon. Sarah a tout filmé. Les preuves sont terrifiantes. Mes chers abonnés, ce que vous allez entendre ce soir va changer votre perception de la réalité. L'histoire de Sarah Moreau, 28 ans, assistante sociale à Lyon, prouve que certaines rencontres peuvent détruire votre vie en quelques secondes. Si vous ressentez déjà des frissons, c'est normal. Cette enquête m'a pris des semaines. J'ai parlé avec Sarah, j'ai vu les vidéos, j'ai rencontré les témoins. Et si tu veux connaître la vérité jusqu'au bout, abonne-toi maintenant, car tu vas en avoir besoin. Un mardi soir de novembre, Sarah rentre chez elle après une journée épuisante. Il pleut, les rues de Lyon sont désertes, et elle marche vite vers sa voiture. C'est alors qu'elle l'aperçoit, une vieille femme recroquevillée près d'un banc, trempée jusqu'aux os. Ses vêtements sont en lambeaux, ses cheveux gris collent à son visage ridé. Sarah hésite. Quelque chose dans cette silhouette la met mal à l'aise, mais sa conscience l'emporte. Elle s'approche lentement, le cœur battant sans savoir pourquoi. « Madame, ça va aller ?» Sarah pose sa main sur l'épaule de l'inconnu. La vieille femme lève la tête brutalement. Ses yeux, mon Dieu, ses yeux. Sarah me dira plus tard qu'ils étaient d'un blanc laiteux, presque lumineux dans l'obscurité. « Aide-moi, ma petite », murmure la femme d'une voix rauque qui semble venir d'outre-tombe. « J'ai si froid, si faim. » Sarah sent un frisson glacial lui parcourir l'échine, mais elle ne peut pas abandonner cette pauvre âme. Elle fouille dans son sac, sort un billet de 20 € et quelques barres de céréales. La vieille femme saisit l'argent avec des mains qui tremblent violemment. Ses doigts sont couverts de bagues étranges, des symboles que Sarah ne reconnaît pas. « Merci, ma chère enfant », souffle-t-elle en plantant ses yeux blancs dans ceux de Sarah. « Tu as un cœur pur, laisse-moi te bénir. » Avant que Sarah puisse réagir, la femme pose ses mains glacées sur ses joues. Un choc électrique traverse tout son corps. L'air devient dense, oppressant. Les réverbères vacillent. Sarah veut reculer, mais elle est paralysée, hypnotisée par ce regard terrifiant qui semble lire son âme. « Tu porteras ma gratitude pour l'éternité », chuchote la vieille femme avec un sourire qui révèle des dents pourries et pointues. Sarah sent une brûlure atroce sur ses joues, là où les mains l'ont touchée. Elle recule enfin, le souffle coupé. « Qu'est-ce que vous m'avez fait ?» bégaie-t-elle, la voix tremblante. Mais quand elle cligne des yeux, la femme a disparu, volatilisée. Seul reste un parfum écœurant de fleurs mortes et une sensation de froid qui s'immisce dans ses os. Sarah court vers sa voiture, les mains tremblantes, sans comprendre ce qui vient de se passer. De retour chez elle, Sarah se regarde dans le miroir de sa salle de bain. Ses joues portent 2 marques rouges, comme des brûlures en forme de croissant de lune. Elle pulse, irradie une chaleur douloureuse. Elle passe de l'eau froide, applique de la crème, mais rien n'y fait. Ces marques semblent gravées dans sa chair. Cette nuit-là, Sarah ne dort pas. Elle sent une présence dans son appartement, des murmures inaudibles qui résonnent dans sa tête. Elle allume toutes les lumières, vérifie les serrures 3 fois, mais cette sensation d'être observée ne la quitte plus. Le lendemain matin, Sarah découvre que ses plantes sont mortes. Toutes. Même le cactus qu'elle avait depuis 10 ans gîte sur son rebord de fenêtre, complètement desséché. L'eau de son aquarium est trouble, les poissons flottent à la surface, les yeux révulsés. Son chat, Mistigris, refuse de s'approcher d'elle et feule chaque fois qu'elle tend la main vers lui. Sarah commence à comprendre qu'elle n'est plus la même. Quelque chose en elle a changé, quelque chose de profond et d'effrayant. Les marques sur ses joues ne s'estompent pas, au contraire, elles deviennent plus sombres, plus profondes. Au bureau, ses collègues remarquent immédiatement son état. « Tu as une mine épouvantable », lui dit Marc, son chef de service. Sarah évite les miroirs, mais elle sent bien que son reflet est différent. Ses yeux ont perdu leur éclat. Ses cheveux semblent ternes. Sa peau prend une teinte grisâtre.
Pire encore, elle commence à entendre des voix, des chuchotements constants qui lui parlent dans une langue qu'elle ne comprend pas, mais qui lui glacent le sang. Elle consulte un médecin l'après-midi même. Les analyses sanguines sont normales, mais le docteur fronce les sourcils en examinant les marques sur ses joues. Ces cicatrices, on dirait qu'elles ont été faites avec un fer rouge, murmure le médecin, perplexe. Vous ne vous souvenez vraiment pas comment vous vous êtes blessé ? Sarah lui raconte sa rencontre avec la vieille femme. Le docteur la regarde avec inquiétude. Écoutez, je vais vous prescrire des anxiolytiques et une pommade cicatrisante, mais si votre état empire, revenez me voir immédiatement. Sarah ressort de la consultation plus angoissée que jamais. Les médicaments ne pourront rien contre ce qui lui arrive. Elle le sait au plus profond de son être. Cette malédiction qui coule désormais dans ses veines ne se soigne pas avec des pilules. Le soir même, Sarah décide de retourner à l'endroit où elle a rencontré la vieille femme. Elle espère la retrouver, lui demander ce qu'elle lui a fait, comment annuler cette malédiction. Mais la rue est vide, silencieuse. Seul le banc reste, couvert d'une mousse verdâtre qui n'était pas là la veille. Sarah s'assoit, désespérée, et c'est là qu'elle l'entend. Un rire cristallin qui résonne dans la nuit. Elle se retourne. Personne. Mais sur l'asphalte mouillé, elle découvre des traces de pas qui mènent vers les égouts. Des empreintes étranges, avec des griffes au lieu d'orteils. Sarah comprend enfin. Ce qu'elle a aidé n'était pas humain. Cette nuit-là marque le début de son cauchemar. Sarah rentre chez elle, mais elle n'est plus seule. Elle sent cette présence qui la suit, qui observe chacun de ses gestes. Dans le métro, les gens s'écartent instinctivement d'elle. Les chiens aboient sur son passage. Les néons grésillent quand elle passe dessous. Et si tu commences à avoir peur pour Sarah, tu n'as encore rien vu. Car ce qui va lui arriver dans les jours suivants défie toute logique. Alors, si tu oses continuer cette descente aux enfers, assure-toi d'être abonné, parce que tu vas en avoir besoin. 3 jours après sa rencontre avec la créature, Sarah se réveille avec du sang séché sous les ongles. Elle n'a aucun souvenir de s'être griffée. Pourtant, ses bras portent de longues estafilades qui semblent avoir été faites pendant son sommeil. Plus troublant encore, elle retrouve de la terre noire dans son lit, une terre qui sent la mort et la décomposition. Sarah fouille son appartement, vérifie chaque pièce, mais ne trouve aucune explication rationnelle. Comment cette terre a-t-elle pu arriver là ? Et pourquoi ces draps sont-ils trempés d'une sueur glacée qui n'est pas la sienne ? Au petit déjeuner, Sarah fait une découverte horrifiante. Le lait tourne instantanément quand elle le verse dans son bol. Le pain moisit sous ses yeux. Même l'eau du robinet devient trouble et nauséabonde dès qu'elle la touche. Elle ne peut plus rien ingérer sans que cela se corrompe immédiatement. Sa faim devient dévorante, mais elle ne peut se nourrir de rien. Son corps s'affaiblit à vue d'œil. En quelques heures, elle perd 3 kilos. Ses joues se creusent, ses yeux s'enfoncent dans leurs orbites. Elle ressemble de plus en plus à la créature qu'elle a aidée. Au bureau, Sarah ne peut plus cacher son état. Ses mains tremblent constamment, sa voix devient rauque et cassée. Quand elle serre la main de sa collègue Émilie, celle-ci pousse un cri de douleur. « Tu m'as brûlée !» s'exclame-t-elle en montrant sa paume rouge et boursouflée. Sarah regarde ses propres mains avec horreur. Sa peau dégage une chaleur anormale, presque brûlante. Elle comprend qu'elle devient toxique pour les autres, dangereuse. La malédiction se renforce chaque jour, transformant son corps en arme contre ceux qu'elle aime. Elle décide de rentrer chez elle et de s'isoler. Mais l'isolement ne fait qu'empirer les choses. Seule dans son appartement, Sarah entend distinctement les voix qui lui parlent. Elle ne chuchote plus, elle crie, hurle des incantations dans une langue gutturale qui lui donne la nausée. Les murs de son salon se couvrent d'une substance visqueuse et noire qui suinte constamment. L'odeur de pourriture devient insupportable. Ses voisins commencent à se plaindre de bruits étranges, de gémissements qui viennent de son appartement. Sarah sait qu'elle ne contrôle plus rien. La malédiction prend possession de son esprit et de son corps. Cette nuit-là, Sarah se réveille debout dans sa cuisine, un couteau à la main. Elle ne se souvient de rien, mais les tiroirs sont ouverts. La vaisselle brisée jonche le sol. Sur le mur, écrit avec ce qui ressemble à du sang, un message en latin. Maledicta es in aeternum.
maudite pour l'éternité. Sarah ne connaît pas cette langue, pourtant elle comprend parfaitement le sens de ces mots. Ils résonnent dans sa tête comme un gong funèbre. Elle réalise qu'elle n'est plus maîtresse de ses actes. Quelque chose d'autre contrôle son corps pendant qu'elle dort. Quelque chose d'ancien et de maléfique. Le lendemain, Sarah tente de contacter sa sœur Julie, la seule famille qui lui reste. Mais dès qu'elle compose le numéro, la ligne grésille et se coupe. Elle essaie depuis un téléphone public. Même résultat. La malédiction l'isole du monde, la coupe de tout contact humain. Sarah comprend qu'elle est piégée, seule face à cette force qui la dévore de l'intérieur. Elle décide alors de filmer ce qui lui arrive. Si elle ne peut pas parler aux vivants, au moins laissera-t-elle une trace de son calvaire. Ces enregistrements deviendront les preuves les plus terrifiantes que j'ai jamais vues. Sur la première vidéo, datée du 5e jour, Sarah semble encore humaine. Elle explique sa situation d'une voix tremblante, montre les marques sur ses joues, qui ont maintenant l'air de véritables stigmates. Mais au fur et à mesure de l'enregistrement, sa voix change. Elle devient plus grave, plus gutturale. Ses yeux roulent dans leurs orbites, révélant le blanc. Elle parle soudain dans cette langue inconnue, avec une voix qui n'est plus la sienne. Quand elle retrouve ses esprits, elle découvre que la caméra a filmé pendant 3 heures. 3 heures dont elle n'a aucun souvenir. Les vidéos suivantes révèlent une descente aux enfers progressive et terrifiante. Sarah vieillit à vue d'œil. Ses cheveux blanchissent et tombent par poignées. Sa peau se flétrit comme celle d'une centenaire. Ses ongles poussent démesurément et deviennent noirs comme du charbon. Elle ressemble de plus en plus à la créature qui l'a maudite. Mais le plus troublant, ce sont les phénomènes paranormaux qui se multiplient autour d'elle. Les objets lévitent, les ampoules explosent, les miroirs se fissurent spontanément. Son appartement devient un véritable enfer sur Terre. C'est dans sa 7e vidéo que Sarah fait une révélation glaçante. Elle a retrouvé des articles de journaux datant du siècle dernier. Des témoignages parlent d'une femme mystérieuse qui apparaissait dans les rues de Lyon, mendiant l'aide des passants charitables. Tous ceux qui l'avaient aidée étaient morts dans d'atroces souffrances quelques semaines plus tard. La description correspond parfaitement à la créature que Sarah a rencontrée. Cette sorcière maudite sévit depuis plus de 100 ans, se nourrissant de la bonté des âmes pures pour prolonger sa propre existence. Sarah n'est que la dernière d'une longue liste de victimes. Mais Sarah découvre aussi quelque chose d'espoir. Un témoignage de 1923 raconte l'histoire d'une femme qui aurait survécu à la malédiction. Un certain Père Dubois, exorciste de son état, aurait réussi à briser le sortilège grâce à un rituel complexe. Sarah comprend qu'elle a peut-être une chance de s'en sortir, mais pour cela, elle doit retrouver les descendants de ce prêtre et surtout, elle doit survivre assez longtemps. Car si tu penses que son calvaire touche à sa fin, détrompe-toi. Le pire reste à venir, et tu vas comprendre pourquoi cette malédiction est si redoutable. 10e jour de malédiction. Sarah n'est plus reconnaissable. Elle a perdu 15 kilos. Ses yeux se sont enfoncés si profondément qu'on ne distingue plus que 2 trous noirs dans son visage émacié. Sa voix n'est plus qu'un râle rauque, et elle ne peut plus sortir de chez elle. Sa simple présence fait mourir les plantes et rend les animaux fous de terreur. Mais le plus effrayant, c'est qu'elle commence à avoir faim. D'autre chose que de nourriture. Une faim dévorante, primitive, qui la pousse vers des pensées qu'elle n'ose avouer. Elle comprend horrifiée qu'elle développe un appétit pour quelque chose d'humain. Cette nuit-là, Sarah se réveille dans la cage d'escalier de son immeuble, les mains couvertes de terre et de sang. Elle ne se souvient de rien. Mais devant la porte de sa voisine du dessous, Madame Petit, elle découvre des traces de griffures sur le bois, des marques profondes, comme si quelqu'un avait tenté d'entrer par force. Sarah frappe à la porte pour s'excuser, pour expliquer, mais personne ne répond. Le silence est total, troublant. Elle colle son oreille contre la porte et n'entend aucun battement de cœur, aucun souffle, aucune vie. Une terreur glaciale s'empare d'elle. Qu'a-t-elle fait pendant son sommeil ? Sarah force la serrure avec une force qu'elle ne se connaissait pas. L'appartement de Madame Petit est plongé dans l'obscurité, mais elle n'a plus besoin de lumière pour voir. Ses yeux se sont adaptés aux ténèbres, comme ceux d'un prédateur nocturne. Elle trouve la vieille dame dans sa chambre, recroquevillée dans son lit.
Madame Petit respire encore, mais elle semble plongée dans un sommeil profond et anormal. Sa peau est glacée, presque bleue. Sarah réalise avec horreur qu'elle est en train de drainer la force vitale de sa voisine. Elle recule, épouvantée, mais une partie d'elle, une partie sombre et affamée, veut rester et finir ce qu'elle a commencé. Sarah fuit l'appartement et se barricade chez elle, mais elle sait que c'est inutile. La malédiction contrôle désormais ses actes nocturnes. Elle devient un succube, une créature qui se nourrit de l'énergie vitale des autres. Cette révélation la pousse au bord de la folie. Elle hurle, se griffe le visage, tente de s'arracher les marques maudites de ses joues. Mais plus elle lutte, plus la douleur devient insupportable. La sorcière qui l'a maudite lui parle maintenant directement dans sa tête. Tu ne peux pas lutter contre ta nature, ma chère enfant. Accepte ce que tu es devenu. Accepte la faim. Accepte le pouvoir. Refusant de céder, Sarah entreprend des recherches désespérées sur le père Dubois. Elle fouille Internet malgré les pannes incessantes de son ordinateur, contacte les paroisses de Lyon, épluche les archives diocésaines. Enfin, elle trouve une piste. Le petit-fils du père Dubois, Antoine Dubois, vit encore. C'est un vieil homme de 80 ans qui habite dans le vieux Lyon. Sarah lui téléphone d'une cabine publique, le seul moyen de communication qui fonctionne encore pour elle. La voix qui lui répond est tremblante, mais déterminée. « Je vous attendais », dit-il simplement. « Mon grand-père m'a tout raconté avant de mourir. Venez, mais dépêchez-vous. Il ne vous reste que quelques jours avant que la transformation soit irréversible. » Sarah se rend chez Antoine Dubois, au cœur de la nuit, pour éviter de croiser des innocents. Le vieil homme l'attend dans sa bibliothèque, entouré de grimoires anciens et de crucifix. Quand il la voit, il ne peut retenir un frisson. « Mon Dieu, murmure-t-il, elle vous a vraiment marqué. Vous ressemblez déjà à elle. » Il lui explique que la sorcière s'appelle Morgana X, qu'elle est morte au bûcher en 1692, mais que son esprit refuse de quitter ce monde. Depuis 3 siècles, elle choisit des victimes au cœur pur pour leur transférer sa malédiction et prolonger son existence. Sarah n'est qu'un pion dans un jeu diabolique qui dure depuis des générations. Pour briser la malédiction, explique Antoine en feuilletant un grimoire poussiéreux, il faut que vous affrontiez directement Morgana X. Pas son esprit, mais son corps physique qu'elle cache dans les catacombes, sous la ville. Mon grand-père avait échoué à la détruire définitivement, mais il avait réussi à l'emprisonner. Hélas, chaque fois qu'elle maudit quelqu'un, ses chaînes s'affaiblissent. Sarah comprend horrifiée qu'elle contribue malgré elle à libérer cette abomination. Chaque jour qui passe, chaque once de vie qu'elle draine involontairement des autres renforce Morgana et rapproche le monde d'un cauchemar absolu. Antoine lui remet une fiole d'eau bénite, consacrée par son grand-père, et un poignard en argent gravé de symboles sacrés. Vous devez la poignarder au cœur avec cette lame pendant qu'elle sera distraite par un rituel de bannissement. Mais attention, l'avertit-il d'une voix grave, si vous échouez, vous deviendrez son avatar permanent sur Terre. Elle prendra possession de votre corps pour l'éternité. Sarah serre les objets sacrés contre elle. Elle sent déjà leur pouvoir repousser partiellement les ténèbres qui l'envahissent. Pour la première fois depuis des jours, elle retrouve un peu d'espoir, mais cet espoir est fragile, car la bataille finale s'annonce terrifiante. Cette même nuit, Sarah descend dans les catacombes par l'entrée secrète qu'Antoine lui a indiquée. Les tunnels souterrains de Lyon cachent des secrets bien plus sombres que l'histoire officielle ne le laisse supposer. Guidée par les murmures de Morgana qui résonnent dans sa tête, elle s'enfonce dans les profondeurs. L'air devient de plus en plus froid, chargé d'une énergie malveillante qui fait grésiller les rares ampoules du tunnel. Plus elle approche du repère de la sorcière, plus sa propre transformation s'accélère. Ses ongles s'allongent, ses dents deviennent pointues, sa peau prend une teinte cadavérique. Le temps presse. Enfin, Sarah découvre la chambre de Morgana, une caverne naturelle, tapissée d'ossements humains et éclairée par des centaines de bougies noires. Au centre, enchaînée à un pilier de pierre, l'attend la créature, mais ce n'est plus la vieille mendiante pathétique qu'elle avait rencontrée. Morgana X a retrouvé sa véritable apparence, une femme d'une beauté terrifiante, aux yeux de braise et aux cheveux noirs comme la nuit. « Bienvenue, ma chère héritière », sourit-elle en révélant des dents de loup.
Es-tu prête à embrasser ton destin? Sarah brandit le poignard d'argent, mais ses mains tremblent. Car si tu crois que l'histoire se termine là, tu te trompes cruellement. Le final de ce cauchemar va te laisser sans voix. Face à Morgana X dans sa véritable forme, Sarah comprend l'ampleur de sa naïveté. Les chaînes qui entravertent la sorcière ne sont plus que des liens symboliques, prêts à se briser au moindre contact. Tu pensais vraiment pouvoir me détruire avec ce jouet? Ricane Morgana en désignant le poignard d'argent. Mon enfant, je suis la mort incarnée. J'ai survécu aux bûchers, aux exorcismes, aux siècles. Et toi, petite mortelle transformée depuis quelques jours, tu crois pouvoir m'arrêter? Sarah sent ses forces l'abandonner. La transformation est presque complète. Elle ressemble désormais plus à Morgana qu'à son ancien moi. Ses derniers liens avec l'humanité s'effilochent dangereusement. Morgana se lève gracieusement, brisant ses chaînes comme du papier. « Regarde-toi » susurre-t-elle en caressant le visage déformé de Sarah. « Tu es magnifique, la faim que tu ressens, cette soif de vie. C'est le pouvoir, ma chérie. Le pouvoir de transcender la mort, de régner sur les faibles mortels qui nous entourent. » Sarah sent la séduction dans ses mots. La promesse d'une existence sans limite. Une partie d'elle, celle qui souffre depuis des jours, veut accepter. Mais au fond de son cœur, un dernier vestige de son humanité résiste encore. Elle pense à Madame Petit, à tous les innocents qu'elle pourrait détruire si elle cédait. « Je refuse », murmure Sarah d'une voix cassée. « Je ne serai jamais comme toi. » Morgana éclate d'un rire cristallin qui résonne dans toute la caverne. « Tu n'as pas le choix, mon enfant. Regarde tes mains. » Sarah baisse les yeux et pousse un cri d'horreur. Ses doigts se sont allongés en griffes acérées. Sa peau est devenue d'un gris cadavérique. Plus terrifiant encore, elle sent une faim dévorante grandir en elle. Une faim de chair, de sang, de souffrance. « Tu le sens, n'est-ce pas ?» chuchote Morgana. « L'appel de ta vraie nature. Tu es déjà moi, Sarah. Il ne reste qu'à l'accepter. » Dans un ultime sursaut de volonté, Sarah récite les mots du rituel de bannissement qu'Antoine lui a enseigné. Les mots latins sortent difficilement de sa gorge transformée, mais ils ont un effet immédiat. Morgana recule, son visage se déformant de rage. « Tu ne peux pas m'exorciser, idiote. Je suis en toi maintenant. Nous ne faisons qu'une. » Les bougies s'éteignent une à une, plongeant la caverne dans une obscurité totale. Seuls brillent les yeux rouges sang de Morgana et ceux, désormais identiques, de Sarah. Le rituel semble fonctionner, mais Sarah réalise avec horreur qu'elle ne peut plus s'arrêter. Les mots sortent de sa bouche sans qu'elle les contrôle. « Tu as commis une erreur fatale », gronde Morgana, dont la forme commence à vaciller. « Ce rituel ne me bannit pas. Il nous fusionne définitivement. Dans quelques secondes, nous ne ferons plus qu'une seule entité. Tu auras ma puissance, mais j'aurai ton corps jeune et fort. » Sarah comprend trop tard le piège. Antoine l'a manipulée. Son grand-père n'avait pas trouvé un moyen de détruire Morgana, mais de lui offrir un nouveau corps. Sarah a été menée comme un agneau à l'abattoir. La fusion commence. Elle sent l'esprit de Morgana s'immiscer dans ses pensées, corrompre ses souvenirs, s'approprier son identité. Dans un dernier acte de défiance, Sarah retourne le poignard d'argent contre elle-même. « Si je ne peux pas te détruire, » halète-t-elle, « au moins je peux nous détruire toutes les deux. » Mais avant qu'elle puisse s'enfoncer la lame dans le cœur, Morgana stoppe son geste d'un seul regard. « Tu ne peux plus te faire de mal, ma chérie, ton corps m'appartient déjà. » Sarah découvre avec terreur qu'elle a perdu le contrôle de ses mouvements. Ses mains lâchent le poignard malgré elle. La fusion se complète. Elle sent sa personnalité se dissoudre dans celle, plus ancienne et plus puissante, de la sorcière maudite. Quand le processus s'achève, ce n'est plus Sarah qui se dresse dans la caverne, mais Morgana X dans un corps rajeuni et régénéré. Elle examine ses nouvelles mains avec satisfaction, caresse son nouveau visage. « Parfait !» murmure-t-elle, d'une voix qui mélange étrangement celle de Sarah et la sienne. « Après 3 siècles d'attente, je peux enfin retourner dans le monde des vivants. » Elle ramasse le téléphone de Sarah, encore miraculeusement fonctionnel dans cette caverne maudite, et regarde la liste de contacts. « Voyons voir quels sont tes amis, ma chère Sarah. Il est temps de leur rendre visite et de répandre ma malédiction. » Morgana remonte vers la surface avec la grâce prédatrice d'un fauve. Dans les tunnels du métro, les rares noctambules qu'elle croise s'écartent instinctivement,
sentant le danger sans pouvoir le nommer. Elle émerge dans les rues de Lyon avec l'apparence parfaite de Sarah. Mais ses yeux brillent désormais d'une lueur malveillante que seuls les plus sensibles peuvent percevoir. Son premier objectif est clair: retrouver Julie, la sœur de Sarah. Elle connaît tous ses souvenirs, toutes ses habitudes. Personne ne soupçonnera que Sarah Moreau n'existe plus, remplacée par une entité vieille de 3 siècles qui n'a qu'une obsession: répandre sa malédiction. Le lendemain matin, Morgana frappe à la porte de Julie avec le sourire innocent de Sarah. « Ma chérie, j'ai eu des problèmes avec mon téléphone. Excuse-moi de ne pas avoir donné de nouvelles, » dit-elle en imitant parfaitement la voix de sa victime. Julie, soulagée de voir sa sœur apparemment remise de ses problèmes de santé, l'accueille chaleureusement. Mais quand Morgana la serre dans ses bras, Julie ressent un froid glacial qui lui transit les os. « Sarah, tu es gelée et tu as une odeur bizarre. » Morgana sourit, révélant pendant une fraction de seconde des dents trop pointues. « J'ai juste attrapé froid, ma puce. Laisse-moi t'aider avec le petit déjeuner. » Elle tend la main vers Julie, et le véritable cauchemar commence. 3 semaines plus tard, les autorités de Lyon sont confrontées à une épidémie inexpliquée. 17 personnes sont mortes dans leur sommeil, toutes vidées de leur force vitale sans explication médicale. Les victimes ont un point commun. Elles ont toutes eu un contact récent avec Sarah Moreau, officiellement portée disparue après que sa sœur Julie ait été retrouvée dans le coma. Mais vous et moi, nous savons la vérité. Morgana X parcourt désormais les rues de France, se nourrissant d'âmes innocentes et semant sa malédiction. Chaque personne qu'elle touche devient un nouveau vecteur de mort. Et le plus terrifiant, elle a à garder tous les souvenirs de Sarah, y compris votre existence. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout, si tu as ressenti de l'empathie pour Sarah, alors tu es exactement le genre de proie qu'elle recherche. Alors ce soir, avant de t'endormir, assure-toi de bien verrouiller ta porte, car quelqu'un qui ressemble à Sarah pourrait bien venir frapper chez toi. Mes chers abonnés, cette histoire vous a-t-elle glacé le sang? Sarah pensait faire une bonne action. Elle a libéré le mal sur Terre. Et le pire, c'est que Morgana X rôde toujours quelque part en France, peut-être même près de chez vous. Si cette enquête t'a marqué, si tu veux être prévenu dès que j'élucide d'autres mystères aussi terrifiants, abonne-toi maintenant, car je reçois chaque semaine des témoignages encore plus glaçants. Des histoires qui prouvent que le surnaturel n'est pas une légende, mais une réalité qui nous entoure. Et toi, as-tu déjà aidé un inconnu dans la rue? Partage ton expérience en commentaire, si tu l'oses. Car après ce que tu viens d'entendre, tu ne regarderas plus jamais les mendiants de la même façon. Bonne nuit, et surveille bien tes rêves.